créateur de l'école sera peut-être présent et un élève de chaque promotion viendra partager son expérience au sujet de la formation et vous aurez même le droit de voir certaines de nos réalisations. Surtout, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Donc déjà, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet avec les premières invitées du jour. Marianne Denuel, vous êtes chef du département Information et Communication de l'Université Nice-Côte d'Azur. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre rôle au sein de la formation en journalisme? Alors, chef de département, ça veut dire que je fais partie de l'IUT. Je suis d'abord enseignante et puis élue par mes pairs pour assurer ces fonctions de chef de département. Et dans le département Information Communication de l'IUT de Nice, il y a deux parcours, un parcours en communication et un parcours en journalisme. Donc, je suis la responsable administrative pour les deux parcours et donc je suis aussi la responsable administrative du parcours journalisme, même si je n'assure pas la responsabilité pédagogique. Il y a un D'accord, directeur pour la pédagogie de l'école de journalisme. ok. Donc ça fait plusieurs années que vous occupez ce poste et vous avez vu du coup la transformation de DUT à BUT. Le diplôme est passé en 3 ans. Du coup, c'est quoi les nouveautés par rapport au BUT maintenant? Alors, le DUT est un diplôme en 2 ans. Maintenant, le diplôme de bachelor universitaire de technologie, le BUT, c'est un diplôme de niveau licence. Donc, les étudiants restent 3 ans et peuvent sortir pour faire une insertion professionnelle. C'est l'objectif de ce diplôme, mais aussi pour éventuellement intégrer des masters. Et du coup, concernant les modalités d'entrée, on sait que Lucie, tu fait partie de l'année où il n'y avait pas l'oral. Est-ce que, enfin, c'était uniquement sur dossier. Est-ce que cette année, il y aura l'oral et Tout à fait. Alors, Lucie a été recrutée l'année dernière. D'habitude, on recrute toujours avec dossier plus entretien. L'année dernière, on avait prévu les entretiens et puis certaines épreuves du bac ont été Ouais, c'est décalées, ça. sont tombées au moment de nos oraux. Voilà. Donc, on a abandonné ces entretiens. Cette année, il y aura à nouveau ces entretiens, c'est-à-dire une première sélection sur dossier. Et puis, les meilleurs sont retenus pour passer l'entretien et à l'issue des entretiens, il y a un classement que l'on fait sur Parcoursup. D'accord. On demande dans le chat si l'emploi du temps il est très différent que celui du lycée. Par exemple, toi, Lucie, comme tu sors du lycée, qu'est-ce que tu en penses? Alors, l'emploi du temps, il est différent, c'est sûr, parce que, bah, déjà, entre le lycée et les études sup, c'est forcément différent, mais il y a toujours un rythme, assez, chargé. Ça je pense que, enfin, personnellement, par rapport au lycée, c'est un petit peu plus léger parce que, va y avoir des journées, par exemple, où on peut ne pas avoir cours ou, seulement quelques heures, ce qui arrive très peu au lycée, mais ça reste assez similaire, après je parle forcément de mon expérience personnelle, mais, il y a quand même, des journées de cours et des semaines, complètes. Je pense que, par exemple, par rapport à la fac, il y aura plus de cours, mais par rapport à une classe préparatoire, on aura un petit peu moins, à ce niveau-là. Ok. Aussi, on est dans les 14 écoles de journalisme reconnues. Ça peut paraître assez abstrait un peu comme truc. Et du coup, enfin, qu'est-ce que ça veut dire être dans une école reconnue? Dans le vécu, ça ne change pas grand-chose. Alors, être reconnu, c'est être reconnu par la CPNEJ. Donc, au sein de la CPNEJ, il y a des représentants des entreprises de presse, des formations en journalisme, des syndicats. Et l'idée, c'est de reconnaître des formations qui permettent l'insertion professionnelle. Et donc, il y a 14 écoles reconnues en France, 12 au niveau master et 2 au niveau licence comme la nôtre, à Lannion, à l'IUT de Lannion et chez nous. Donc, on a 80% à peu près le même référentiel que ce soit en master ou chez nous. C'est-à-dire qu'on apprend toutes les techniques du journaliste, tous les enjeux de journalisme. Évidemment, nous, on le fait avec plus d'heures de cours que les formations en master qui recrutent des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait du droit et qui, pendant 2 ans, vont apprendre le métier de journaliste. Nous, on recrute au niveau bac. Alors, il y a une question dans le chat, c'est: bonjour, quels conseils pouvez-vous donner en tant qu'étudiante dans la formation qui peuvent faire la différence dans la candidature? Lucie, c'est une question pour toi, du coup. Et bah, alors, moi, je me rappelle pas forcément exactement de toute ma candidature et forcément, je vais peut-être, ça va peut-être paraître bête, mais il faut que ce soit, sincère et enfin et ouais, et spontané. Mais, je pense que, enfin, c'est important d'avoir vraiment, bah, du coup, une connaissance, maximum de ce qu'est la formation pour, montrer, bah, une recherche, voilà. Et puis, une réelle volonté qui va s'exprimer par les cours, mais aussi par, peut-être d'autres projets extrascolaires ou d'autres, ambitions, aller voir, des conférences, vraiment se renseigner, avoir un goût pour l'actualité. Je pense que ça peut faire la différence et ça peut se voir,
même par une accroche dans une lettre de motivation ou quelque chose comme ça, qui montre un intérêt qui est réel et pas juste Ouais. l'envie d'intégrer la formation. Après, forcément, c'est pas moi qui recrute. Donc, Ouais. Et aussi peut-être bien montrer que on connaît aussi beaucoup le paysage médiatique, mm. en tout cas. Et vous, qu'est-ce que Oui. vous diriez du coup? Alors effectivement, moi, je crois que Lucille l'a bien vu, c'est-à-dire la maturité du projet professionnel. Puisque l'idée, c'est que, et il y en a peu qui ont vraiment cette maturité, puisque dès le bac, il faudrait savoir qu'on a vraiment envie de devenir journaliste et faut le montrer dans le projet professionnel, dans le dossier, dans la relation à l'actualité aussi. C'est-à-dire que Ouais. c'est d'abord un journalisme qui correspond à l'actualité économique, politique, toute l'actualité, pas seulement un champ de l'actualité. Ça, c'est important. Et on le voit dans le dossier et dans les entretiens, quand il y a entretien. Par rapport aux compétences qu'on acquiert au fur et à mesure du BUT, je sais qu'il y en a une en plus, en 2e année, je crois. Si vous pouviez en parler un peu plus, Alors, effectivement, le diplôme de bachelor universitaire de technologie, de BUT, se décompose en 6 compétences sur les 3 années, OK. 5 sur les 2 premières années, et puis il y a la 6e qui arrive dès la 2e année et qui se poursuit en 3e année. Alors, on considère que pour être journaliste, il faut acquérir ces 6 compétences. Décrypter, d'abord connaître le monde, les Ouais. enjeux, partager, être capable de communiquer en français, en anglais, en deuxième langue vivante, avec des documents, de la PAO, de la programmation assistée par ordinateur, garantir, essentiel. C'est pas seulement du contenu que l'on fournit, c'est un contenu qui garantit une fiabilité des sources, OK. une responsabilité. Chercher, chercher de l'info de manière effectivement méthodique OK. et efficace. Produire, évidemment, il faut produire de l'info sur tous les médias. Et puis valoriser, parce à l'heure actuelle, il s'agit de multiplier la visibilité des productions journalistiques. OK. Aussi, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que madame Dunel pourra vous repréciser, c'est qu'en première année, c'est très axé sur la presse écrite quand même. On a plusieurs semaines pro dont Lucie pourra vous parler aussi. On fait, notamment le festival du livre de Mouansartou, où, on interviewe des auteurs et cetera. Et justement, Lucie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ressenti par rapport aux premières semaines professionnelles que tu as pu faire là de jusqu'à maintenant? Une semaine professionnelle, quand même, il faut peut-être le préciser ce que c'est. C'est une semaine où on est encadré par des professionnels. Ça peut être des journées de France 2, France 3, France 24, de télé, de radio ou de presse écrite, peu importe. Et où, du coup, on travaille vraiment comme des vrais journalistes. Et donc, en première année, là, vous avez eu une semaine de commentaires sur image, Ouais. donc commenter des reportages de télé, et une semaine de presse écrite, Presse c'est ça? écrite et une Voilà. semaine de radio aussi. Ok. Tu peux parler un peu de tes Et semaines pro? je pense que ça, je parle en mon nom, mais aussi pour en avoir parlé un peu avec mes camarades. Les semaines professionnelles, c'est vraiment un moment où on se rend compte, déjà si ça nous plaît, et où où on a vraiment pour le coup, là, on apprend de l'autonomie, enfin on prend en autonomie et on apprend concrètement qu'est-ce que le métier et on est un petit peu plus livré à nous-mêmes. Et en fait, c'est des super moments parce que du coup, on est vraiment au cœur de la profession. Donc, Ouais. commentaire sur image, ça commence un peu plus doucement à juste poser sa voix, mais c'est déjà un apprentissage. Et en fait, on se rend compte que du coup, comme c'est sur 5 jours, entre le lundi et le vendredi, on a énormément progressé. Puis on est encadré, on est avec toute la classe, donc Ouais. on s'aide aussi entre nous. La presse écrite, pareil, c'est les premières fois où on part vraiment en reportage, où on doit un petit peu vaincre sa timidité, aller vers les gens. Après produire assez rapidement du coup un reportage et encore une fois on apprend grâce à des critiques et des conseils en fait à toujours mieux faire et franchement les semaines professionnelles c'est vraiment un apport en plus des cours théoriques, c'est Ouais. vraiment appliquer du coup tout ce qu'on a fait et ça concrétise un petit peu je trouve les apprentissages. Ok. Et par rapport à ça, justement, aussi sur la Côte d'Azur, il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées. On a de la chance, il y a beaucoup d'événements. Il y a l'Energy Music Awards, il y a le Festival de Cannes, sur lequel on intervient. Nous, on a la possibilité d'être journaliste sur le Festival de Cannes. C'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et qu'est-ce que tu penses un peu de la région? Je sais que ce week-end, tu as été en tribune presse pour un match de volley, c'est ça? Parce qu'on a on a l'occasion d'avoir des accréditations pour les matchs de foot de Nice, les matchs de Monaco Basket et les matchs de volley de l'AS Cannes.
Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je rejoins totalement ce que tu dis. En fait, je me rendais pas du tout compte parce que du coup, moi, je viens de Rennes à la base et je savais pas trop où j'allais, honnêtement. Et en fait, on a l'occasion de faire plein de choses, de voir énormément, de pouvoir bouger un petit peu, pas juste, déjà sur Cannes, dans la ville, il y a quand même beaucoup d'événements parce que du coup, par le palais des festivals et toutes les infrastructures, il y a beaucoup d'événements, ça change beaucoup et pas forcément que ceux très connus. Il y en a, ça bouge beaucoup, il y en a tout le temps. Et puis même, du coup, ouais, sur la région, on a l'occasion de bouger pas mal pour des événements, des conférences, des événements sportifs également. Et ça, c'est sûr que c'est une chance et, euh, et on s'en rend bien compte. Et en plus de pouvoir être accrédité des fois, Mmh. comme tu le dis, sur des événements sportifs, mais aussi C'est cool un peu ça d'être comme une vraie journaliste dans ah bah une forcément, tribune moi je presse. sais que la première fois que je l'ai fait, c'était à Monaco pour un match de basket. Et forcément, c'est impressionnant d'être dans une tribune presse, de devoir à la fin rendre un article et vraiment de sentir une ambiance différente. Et encore une fois, c'est concrétiser le choix d'être journaliste, quoi. Dans le chat, on nous dit Cannes ou Lannion. Sujet Ah, sensible. le sud de la Bretagne, et pas seulement. Euh, on a le même référentiel sur le nouveau diplôme, on l'a élaboré ensemble. Donc, après, il y a des ambiances d'équipe, il y a des ambiances différentes, hein, mais sur le fond, c'est les mêmes formations. Voilà, et les acquis sont les mêmes. Après, les opportunités professionnelles sont sur la France entière. Il ne s'agit pas de penser uniquement région, parce qu'à Ouais. Lannion, comme à Cannes, c'est pas là où il y a le plus d'entreprises de presse. Donc, c'est vraiment nos étudiants viennent de la France entière. Je crois que cette année, il y a une étudiante qui vient des Alpes-Maritimes. Ouais. Ouais. C'est ça, en Ouais. première année. En deuxième année, je ne sais même pas s'il y en avait, j'ai oublié. Donc, c'est vraiment des étudiants. Vous êtes peu nombreux, hein, on le rappelle, vous êtes 28. Donc, Cannes ou Lannion, c'est Cannes. l'endroit où vous êtes Soleil pris. ou pluie, quoi. Soleil ou pluie, Non, ouais. c'est pas soleil ou pluie. C'est pas ça. Voilà, ça dépend d'abord, je pense, où vous êtes pris. Je pense que si vous voulez vraiment, je pense à celui qui a posé cette question, il faut candidater aux deux pour avoir des Ouais. chances d'être pris. Voilà. On nous demande aussi s'il y a une spécialisation au fur et à mesure des années. Enfin, en gros, est-ce qu'on prend des spécialités entre presse écrite, télé ou radio? Alors, pas vraiment. Il y a effectivement un peu de spécialisation, notamment en troisième année. Ouais. Déjà en deuxième année, il y a une option qui donne quelques heures en plus entre web ou radio. Et puis en troisième année, il y aura une production finale qui pourra dépendre effectivement de différents médias. Mais l'idée, quand même à l'heure actuelle, c'est que le journaliste est multimédia et que où qu'il aille, dans quelle que soit l'entreprise de presse ou la boîte de production où il ira, il aura forcément à faire du print, du web, de la vidéo et de la radio avec notamment des podcasts. Ok. Justement, on nous parle aussi des stages. Comment ça se passe un peu les stages? On sait que moi, je suis en deuxième année, par exemple, si en première année, elle devra faire un stage de un mois forcément en presse écrite quotidienne régionale. Et ensuite, on choisit en deuxième et troisième année, c'est 2 mois puis 3 mois, c'est ça? Tout à fait. Un mois en première année, 2 mois en seconde année et puis 3 mois en troisième année. La première année, c'est imposé, c'est la presse quotidienne régionale, Nice Matin, Le Progrès, Dauphiné Libéré, etc. Et puis après, c'est au choix. C'est aussi une forme de spécialisation. Ok. Et juste par rapport à l'intégration, est-ce que ça s'est bien passé? Dis pas que le B2 t'a soudoyé surtout, Si, hein. si, le BDE m'a soudoyée. Non, ça va. Oui, en fait, justement, le côté petite promo dont on parlait tout à l'heure, et aussi pour rebondir sur que tout le monde vient d'un petit peu partout, c'est vrai que forcément, on se connaît tous et comme au début, personne ne connaît personne, on a tous envie d'aller les uns vers les autres. Et puis, comme il y a quand même pas mal d'activités, de soirées qui sont mises en place, du coup, notamment par le BDE, on est amené à tous se connaître, tous s'intégrer. Puis il y a des travaux de groupe, il y a des, enfin, je pense que sur là les 3 promos qu'il y a, tout le monde se connaît un petit peu au moins de Ouais. tête, et donc forcément c'est pas enfin c'est tout nouveau et c'est normal Ouais. au début d'être un peu timide, mais je pense que c'est assez facilité par justement cet esprit de petit collectif, hein, Ok. et l'intégration pour moi en tout cas c'est bien passé.
Alors, il y a une nouveauté cette année, c'est que il y a le Crous, on l'a bien attendu quand même. Que vous soyez boursier ou non, vous pouvez bénéficier d'un logement au Crous qui se trouve vraiment à 50 mètres de l'école. Théo, tu es dans la résidence et dans une chambre, tu nous fais la visite. Est-ce que tu nous reçois? Enchanté, ça va bien et toi? Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Oui, bien sûr. Bah, bienvenue chez moi, hein, du coup. Ok. Ça fait combien de temps déjà que tu habites ici? Je suis là depuis septembre, moi. Donc tu as été dans les premières à avoir eu un logement ici. Ouais, bah, exactement, parce que de toute manière, la résidence, elle a ouvert que cette année. Donc, oui, on est les premiers, en fait, à être dans ces. Est-ce que tu peux nous accueillir pour quelques minutes? On Mais peut bien rentrer. sûr. Ouais, bien sûr. Je vous fais la petite visite. Allez, c'est parti. Et bah, du coup, quand on entre dans le logement, on entre dans la cuisine, qui est juste là. Cuisine qui est très sympa parce que dans les Crous, faut savoir qu'il n'y a jamais de micro-ondes. Enfin, c'est toujours aux étudiants de l'apporter. Et ici, ils en ont mis un. Donc, très pratique, quoi. Avec deux plaques, Avec deux plaques, un frigo. un frigo qui a un freezer aussi. On peut mettre pas mal de trucs, ça gèle bien, c'est bien. Donc c'est vrai que même tout le mobilier est neuf du coup. Enfin, tu étais la première à être dans cet appartement. Ah oui, je suis vraiment la première dans cet appartement. Tout est neuf, tout est nickel. Donc tout est vraiment nickel. Ensuite, on a une petite table pour manger, table qui est pliante. Normalement, je dois pouvoir plier. Ouais, voilà. Elle se plie. Oui. Moi, je le fais pas trop parce que moi, je la laisse comme ça, c'est plus pratique. Hein. Pour un gain de place, ça peut servir. Oui, mais pour un gain de place, ça peut servir, c'est clair. Après, on a tout ce qui est rangement et tout. Moi, j'utilise ça pour mettre des serviettes. C'est fermé, donc ça évite de prendre la poussière. C'est plutôt pas mal. Il y a des rangements juste Ouais, en haut. il y a aussi. des rangements juste en haut aussi. C'est super pratique parce que tout ce qui est valise et tout, ça évite d'encombrer. Moi, je mets des tonnes de sacs, de valises. C'est plutôt pas mal. Un petit tour dans la salle de bain Ouais, un peut-être. petit tour dans la salle de bain. Donc une salle de bain qui est plutôt grande pour un appartement. Une salle de bain qui est plutôt grande pour un appartement Crous. Moi, c'est surtout la douche que je trouve très grande. Parce que dans mon ancien appartement, c'était beaucoup plus petit. Donc, c'est très pratique. Parfait. Ouais. Et on passe à la pièce principale, là aussi où tu dors. Ouais, ben là où je dors, là où je vis. Avec un petit lit, une place. Une table aussi. La table est super sympa parce qu'on peut. Elle est mobile en fait. Donc je peux la déplacer, je peux la mettre absolument partout où je veux. Et donc on peut le rappeler aussi, tous les meubles qui se trouvent ici étaient déjà dans l'appartement. C'est un appartement qui est meublé. C'est un appartement qui est meublé. Moi j'ai juste rajouté après perso une petite table de chevet parce que je trouvais ça plutôt sympa. Mais sinon, ouais, la table, le lit, le bureau, tout était là. Tout était là. Et pour le rappel, du coup, cette résidence compte 171 logements. On peut aller soit dans des logements de 19 mètres carrés ou encore 36 mètres carrés. Ça, c'est en fonction des besoins et de ce qu'on a envie. Et toi, comment ça s'est passé ton arrivée ici? Tu peux nous expliquer en quelques mots? Ouais, ben du coup, je suis arrivé début septembre. Et donc, il suffisait de prendre le rendez-vous pour la date et l'heure à laquelle on voulait arriver. Et après, on m'a fait l'état des lieux et on m'a laissé m'installer. C'était très, très carré, tout était nickel, aucun problème. Et pour les lycéens qui se posent peut-être la question de comment s'inscrire pour postuler et rejoindre un logement Crous, déjà, est-ce que c'est que pour les boursiers ou on peut faire aussi la demande si on est non boursier? Bah, c'est prioritaire aux boursiers. Et après, une fois que tous les boursiers, tous les logements sont attribués à des boursiers, s'il en reste, alors les non-boursiers peuvent aussi en faire la demande, oui. Et donc, très simple, il faut faire un dossier en ligne. Comment ça se passe? Il y a des dates à respecter, c'est ça? Ouais, il y a des dates à respecter, donc c'est ça, il faut faire un dossier en ligne sur mes services étudiants. Hein. Et donc, il y a des phases d'admission, en fait. Moi, perso, j'avais raté la première phase d'admission, parce que j'ai raté les dates. Et même si on rate la première phase d'admission, il y en a plusieurs. Parce que, si, mettons, on est admis dans un logement, et puis après, on change de formation, donc on change de lieu, mais la personne va se désinscrire du logement, et donc ça laissera de la place pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs phases et qui... Et ce qui est bien aussi, c'est dans cette résidence, c'est que c'est vraiment en face de l'IUT. Là, vous avez quelque chose à faire. Vous pouvez pas dire, je peux pas arriver en retard. Là, c'est pas possible. Ah oui, effectivement, on fait vraiment 100 mètres et on est à l'IUT. On est aussi juste à côté de Carrefour, ce qui est vraiment pratique parce que même Carrefour qui ferme à 20h30, même à 20h, si je me rends compte que j'ai pas d'œufs pour faire une omelette, je sors de chez moi, je fais 100 mètres et je suis à Carrefour, quoi. Et justement, pour parler aussi de la situation du logement et de l'appartement, vous êtes à côté de la mer aussi, vraiment pas loin. Oui, je suis à 15 minutes à pied de la mer à peu près, ouais. Et est-ce que tu te plais ici ou c'est bien Ah oui, c'est bien. Enfin, on est quand même dans un logement Crous qui fait 20 mètres
qui est tout logé. Enfin, on est loin des 9 mètres carrés qu'on peut trouver en Crous à Paris qui vont être insalubres, où on va avoir des cafards. Ici, on n'a pas de problème. C'est très calme aussi. Enfin, entre les logements, c'est super bien isolé. Donc, vraiment, on est quand même très bien, quoi. Et en plus, vous avez un gardien qui est là aussi tous les jours, si jamais vous avez de la moindre question. Oui, on a un gardien, on a un accueil en bas. Il y a un accueil, donc il y a un gardien qui est là. Et on a aussi un numéro d'urgence si on a des problèmes. Si je sais pas, s'il y a un problème dans l'appartement, une urgence, on peut appeler le numéro et ils viennent dépanner ce qu'il y a à dépanner. Et une petite dernière question, est-ce que collaboration entre tous les résidents, est-ce qu'il y a de l'entraide ou pas entre vous? Il y a beaucoup d'entraide entre nous. On a un groupe WhatsApp des résidents du Crous. Et j'en ai un exemple, mais par exemple, à chaque fois qu'on part en vacances, s'il nous reste des trucs dans le frigo qui vont périmer, il y a beaucoup de gens qui mettent une annonce sur le groupe en disant qu'on donne des pommes, des carottes, ou peu importe ce qui va nous rester dans le frigo. Ou si on a besoin d'aide, on met un message. Il y a beaucoup d'entraide entre nous. Et donc voilà, Laura, vous avez vu que ici les résidents se plaisent et donc on est sur des appartements plutôt qualitatifs. Ok, bah merci beaucoup Théo. À tout à l'heure. Alors, du coup, oui, on a dit qu'il y avait le Crous, mais il y a aussi donc une cafétéria Crous. Lucie, qu'est-ce qu'on en pense de la cafette? Et bah, moi, j'ai pas connu autre chose que la cafette, du coup. T'as pas connu la cafétéria gastronomique avec les pâtes à 10 €? Non, j'ai pas connu ça, mais on m'en a parlé. Et en fait, au final, c'est pas un restaurant universitaire, donc c'est plus de la restauration rapide, des sandwichs, mais il y a aussi des plats préparés, des salades, il me semble, enfin un peu de tout. Et surtout à des prix abordables, parce que forcément, quand on est étudiant, on est roule rarement sur l'or. Et donc, il y a pour tous les boursiers les repas à 1 € tous les jours. Ouais. Et puis même pour les non-boursiers, il me semble que c'est autour de 3 €. Donc, ça reste raisonnable pour un repas complet. Et ça, tous les jours, du matin au soir. Donc, c'est sûr que c'est pratique. Et, merci beaucoup. Merci à toi. On va vous dire au revoir, merci d'être venu. Merci Laura, merci Lucie. Merci. Et on va faire rentrer monsieur Olivier Théron et Lola Dravé, étudiante en 3e année. J'ai vu que dans le chat, il y avait des questions, j'ai plus accès, mais j'ai vu que ça parlait de colocation. Alors oui, les colocations, en vrai, c'est une bonne alternative. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur la Côte d'Azur, que c'est quand même très cher. Donc voilà. Après, si vous vous renseignez en avance, en vrai, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien. Vous êtes à l'aise? Très bien. Okay, bon. Alors, quelque chose qui est quand même inédit à Cannes, c'est, faut vraiment le souligner, c'est le partenariat qu'on a avec l'armée française. On est la seule école de France de journalisme à avoir un partenariat comme celui-là. T'en es sûr? Commencez pas. Et donc, sans le directeur de l'école, ce partenariat, il n'existerait pas. Il est à l'origine de ce partenariat-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler, du coup? C'est pas vous le directeur, mais bon, substitution, quoi. C'est pas moi le directeur et c'est pas moi qui ai noué les relations avec l'école d'application de l'infanterie qui est basée à Draguignan. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est une idée. En fait, première guerre du Golfe, il faut revenir dans les années 90, CNN envoie des journalistes avec l'armée américaine. C'était la seule façon de couvrir le conflit. Et donc, quelque part, c'est nouer une relation qui peut être questionnée entre un journaliste réputé indépendant et une armée qui, elle, au contraire, est la grande muette et qui, finalement, marche toujours un peu masquée. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, sur des conflits ou sur des zones de catastrophe, les journalistes, de plus en plus, sont pris en charge par l'armée. Ils sont imbédés par l'armée. Donc la question, c'était de savoir comment, nous, dans une école de journalisme, on peut former, ou en tout cas sensibiliser les futurs journalistes que vous êtes à travailler dans ce type de contexte, donc avec une structure très rigide. L'armée, on n'est pas là pour rigoler, c'est cadré, c'est carré, il y a des règles, etc. Et donc est née cette idée de ce partenariat avec l'école d'artillerie et l'école d'application de l'infanterie, pour justement vous permettre de voir comment ça marche, et aussi, dans un même temps, ça témoigne de la volonté de l'armée, de son côté, d'apprendre à communiquer. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, la communication fait aussi partie de la guerre. On a vu l'explosion de tweets au début de la guerre en Ukraine, de la part de diplomates russes, par exemple. Donc,
communiquer, c'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu déterminant. Et donc, non, Jacques n'est pas encore arrivé. Et donc, donc, le partenariat que nous avons avec ces écoles-là, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant pour vous, puisque vous apprenez comment ça fonctionne, et gagnant pour eux parce qu'ils apprennent à prendre en charge des journalistes qui ne sont pas forcément aussi carrés que des aspirants militaires. Et donc là, on rentre de Djibouti, où on vient de passer 10 jours dans le désert. Ne grillez pas toutes mes questions quand même. Je grille pas toutes les questions. Ok, je te laisse à la relance. Alors vas-y. Si vous avez des questions, surtout dans le chat, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Du coup, on accueille aussi Lola, qui est étudiante en 3e année, comme je l'ai dit. Comme tous les élèves de première année, tu es allée à Draguignan, du coup, qui est une école militaire où, pendant une journée, on interviewe les capitaines de l'armée. Et ensuite, ça t'a permis d'aller passer presque une semaine, je crois, à Canjuers, sur un terrain militaire où l'armée de terre française se situe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience, du coup, comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, l'expérience de Canjuers et de Draguignan, elle est très différente quand même. Je pense que c'est à noter. Draguignan, c'est sur 2-3 jours maximum et c'est vraiment très encadré. C'est beaucoup d'interviews et c'est surtout nous apprendre les codes dans le milieu militaire, nous apprendre le vocabulaire à utiliser, à comment s'adresser à eux au niveau des grades, au niveau de leurs fonctions et apprendre tout le vocabulaire qui tourne autour du combat, en tout cas, et même de l'organisation de la communication militaire. Donc c'est très différent, mais c'est un premier pas dans le milieu militaire, en tout cas en tant que journaliste, et je pense que très peu de gens ont ces codes-là, donc c'est déjà un très bon premier pas. Et ensuite, Canjuers, c'est sur 3-4 jours, et où là, on est complètement imbédé, du coup, dans le milieu militaire, où on dort avec eux, on vit avec eux, on mange avec eux, et là, on est vraiment lâché, autant physiquement qu'au niveau du vocabulaire, etc., dans le milieu militaire. Donc, c'est apprendre à suivre aussi les opérations sans les gêner, sans se mettre en danger. C'est aussi pour eux apprendre à nous protéger en tant que journalistes. Ça fait partie de leur rôle aussi. Et c'est une expérience qui est très, très bénéfique pour le coup. Et je pense que très peu de gens ont une idée de ce que ça peut représenter d'être dans ce milieu-là. C'est le charme de la ration de survie. Voilà, c'est peut-être pas le truc qui m'a le plus marqué. On nous a demandé, si j'ai vu que c'était juste en BUT ou DUT qu'on pouvait faire ce Draguignan et Canjuers, mais c'est tous les ans. Il n'y a plus que le but. Oui, maintenant, oui, de toute façon, il n'y a plus que le BUT. Enfin, c'est pas juste les 3e années de cette année qui ont pu faire ça. Nous, on l'a fait aussi. Justement, par rapport à Djibouti, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, Djibouti, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Afrique. Il y a trop bien. Il y a des 3e années du coup qui sont partis, qui sont revenus il y a une semaine, qui ont dormi dans le désert, etc. et qui ont été accompagnés par Monsieur Théron. J'ai oublié de vous présenter d'ailleurs parce qu'on a eu un petit souci dans le direct. Le directeur n'est pas présent, mais Monsieur Théron le remplace. Il est journaliste et intervenant à l'école, également professeur. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc alors, Djibouti, c'est on suit la formation des officiers. Donc, ils vont accéder au grade de lieutenant, c'est le premier grade d'officier dans l'armée. Et c'est une formation qui commence en septembre et qui se termine à Djibouti dans un entraînement dans le désert où 2 armées s'affrontent. Et donc, on avait des étudiants qui étaient au contact de ces apprentis officiers pour les suivre dans la mise en place de leur tactique pour attaquer un col, défendre une colline, etc. Et donc, ça a été une semaine vraiment intense où on a appris qu'on ne dort jamais en vérité à l'armée. En tout cas, au combat, on ne dort pas. Et ça, c'est le truc. Okay. Et j'étais surpris parce qu'effectivement, je pensais qu'à un moment donné, on dormait. En fait, on ne dort pas. On ne dort pas puisque la journée commence à 4h30 du matin et elle se termine à 2h30 du matin le lendemain. Donc, en fait, ça fait 2h30 pour dormir. Donc, on ne peut pas vraiment appeler ça du sommeil. Mais je crois que c'était une formation qui était très enrichissante pour les élèves qui ont participé, j'en vois ici autour de nous, puisque l'Assemblée est vaste, et qui étaient, voilà, ils en sont revenus, je pense, grandis en vérité de cette rencontre entre le désert, des armées qui s'affrontent. Voilà, c'était un bon moment. Toujours dans le chat, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. Aussi, un autre partenariat qu'on a, c'est avec la Norvège. C'est aussi pour ça que Lola est là. Alors, tu es parti pendant, du coup, 6 mois, un peu moins, 5 mois, avec Tanguy et Tom, d'autres étudiants en 3e année. Et du coup, c'est avec l'université de Oslo. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça t'a apporté, ce que tu as appris
Je pense que comme beaucoup d'Erasmus, c'est toujours une bonne expérience pour la plupart des gens. On en ressort forcément grandi avec beaucoup d'expérience. Et je pense que la Norvège, c'est un très bon partenariat pour des journalistes, parce que c'est un pays qui a une très bonne liberté de la presse, justement, et qui a une approche très particulière du milieu journalistique. L'université d'Oslo-Met, du coup, c'est là où on était. C'est une très bonne université également. Le campus est génial. Il y a énormément d'associations, de vie associative, de vie étudiante. C'est vraiment très enrichissant. Et au niveau des rencontres, c'est aussi agrandir son carnet de contacts. Aussi, en tant que journaliste, c'est super important. Et puis c'est une expérience où, du coup, nous, on filme aussi un 13 là-bas. Je pense que tu en parleras plus tard. Voilà. Et c'est une superbe expérience, quoi qu'il arrive. Et c'est très bon pour améliorer l'anglais aussi, surtout. Oui, c'est sûr. Du coup, je vous remercie tous les deux. C'était vraiment très intéressant. Donc maintenant, Marco, il va nous faire visiter les locaux du campus avec Brieux à la caméra. Salut à tous, c'est Marco, je suis en 2e année à l'école de journalisme de Cannes et aujourd'hui je vous emmène visiter notre campus. Alors cet IUT il fait partie de l'université Côte d'Azur, il s'appelle Georges Méliès, il est tout neuf puisqu'il date de 2021 et vous allez voir, il réserve pas mal de surprises. Vas-y, viens. Et bienvenue du coup dans le hall. C'est notre belle pièce de vie, on s'y sent bien. Honnêtement, on est même content de venir en cours. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que des journalistes derrière moi. En effet, il y a près de 1000 étudiants dans notre campus. Il y a des infocoms, des tech deco, il y a des gens de l'ESRA, l'école de cinéma. Et il y a vraiment une vraie synergie entre les étudiants. Et des fois, on se retrouve ici dans cet espace pour manger le midi. Et dans le bâtiment, il y a même une petite cour si vous voulez aller prendre l'air ou si vous voulez juste manger le midi. Ici, on est au Learning Center. Les étudiants y viennent quand ils veulent travailler au calme, tranquillement, sur des tables individuelles. Et ici, on a plein de ressources. On peut même faire venir des livres des autres bibliothèques de l'université. Ici, on est au ciné-club. On adore venir en petit groupe d'amis pour voir des films dans ce home cinéma immersif. Et puis on a un système Dolby Atmos avec des enceintes à droite, à gauche, devant, derrière. Et on a la chance d'avoir 2 plateaux télé dans notre campus. Je vous emmène voir le plus petit. Comme vous pouvez le voir, le plateau il est quand même vraiment sophistiqué. On a un fond vert, on a des lumières, on a des tablettes de mixage et même une régie qui est juste derrière. Et c'est d'ailleurs dans ce plateau qu'on tourne toutes les 2 semaines en direct sur Twitch notre émission Greenwatching. C'est dédié à l'environnement. Elle se tiendra juste après cette émission GPO pour rappel. Maintenant, je vous emmène dans le grand plateau télé. La taille, c'est vraiment assez impressionnant. C'est pour ça qu'on a souvent des événements ici, comme des spectacles de danse par exemple. Et l'année dernière, dans les plateaux télé, il y avait Alessandra Sublet qui a enregistré son émission sur TF1, C'est Canteloup. Bon, il nous reste quand même un truc à aller voir, le studio radio, c'est parti. Vous l'avez peut-être deviné, on est dans le studio radio. Bon allez, on fait un petit reportage. Il est 12h42, c'est les informations de la visite guidée avec Marco Thiollier et Brieux-le-Turc. Sérieusement, en radio, vous allez apprendre à présenter des JT, à partir en reportage, à avoir vraiment les techniques d'interview. On a vraiment l'impression d'être dans la peau d'un journaliste, dans la bonne ambiance. Au 2e étage, on a la cité des entreprises. Donc on a des sociétés qui sont installées ici et qui sont spécialisées dans le drone, dans la vidéo et dans la production. Maintenant je vous emmène, on va voir une salle de cours, c'est parti. Donc voilà un peu une classe typique. On a même une télé high-tech et on a environ 25 par promo. Alors regardez notre campus vu de l'extérieur. C'est vrai qu'on dirait un peu un bunker, mais en vrai je vous assure à l'intérieur qu'on s'y sent bien.
Et regardez qu'est-ce qu'on a juste en face, le Cinéum, le nouveau cinéma de Cannes. Il propose des séances en IMAX et plein d'autres technologies. On allait voir Avatar et je crois que même James Cameron il l'a pas vu dans cette qualité. Et si je tourne la tête juste à gauche, on a le bâtiment Crous qui est réservé aux étudiants. Il est vraiment collé à l'UT. Donc si vous arrivez en retard en cours et que vous habitez là, vous n'avez vraiment aucune excuse. Merci d'avoir suivi cette petite visite. J'espère que ça vous a donné envie de venir à Cannes. Et puis peut-être à très vite. Ciao ciao. Merci Marco pour ce super reportage. Alors, tout à l'heure, du coup, on a abordé le 13 quand même. Est-ce que là, tu peux nous... Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un intrus dans la régie. Marco, qu'est-ce que tu fais? Et oui, Laura, je vous ai pas montré la régie parce que c'est vrai que sans la régie, il n'y a pas d'émission Twitch, il n'y a pas de greenwatching. Regardez comment ils travaillent. Ils sont super sérieux, chacun à son poste ici. Mathieu, tu t'occupes de quoi toi? Régie son. Donc tout ce que tu me dis là, je l'entends directement là. Donc, si ça sature, c'est à cause de toi du coup là. Ouais, Alors je vous emmène maintenant, on va essayer de voir un peu le chef de cette régie. Victor, oui. Qu'est-ce que tu fais de beau sur ce... Qu'est-ce que je fais? Eh bien bonjour mon Marco, tu vas bien? Tu vas bien et toi? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors ici, je sais pas, tu as eu l'occasion de montrer les postes rapidement. Derrière là-bas, vous avez les PTZ, c'est des caméras un peu automatiques, gérées par une seule personne, on gère 3 caméras. Ici, on a la commutation, c'est-à-dire qu'ils choisissent les plans. S'il y a un noir à l'antenne, c'est de leur faute globalement. Et s'il y a eu des problèmes de son tout à l'heure, du coup, c'est de ma faute tout à l'heure. J'avoue, j'ai oublié sur mon ordinateur d'activer des tranches. Et donc voilà, à côté de moi, il y a Jade, qui est responsable diffusion, qui regarde toutes vos questions et qui vous écrit dans le chat. Ça va Jade, il n'y a pas trop de méchants commentaires? Non, il n'y a pas trop de haters, ça va. Et leurs questions sont plutôt bonnes, donc de bons journalistes à en devenir. On va interroger une petite dernière personne. Maxime, du coup, comment t'as appris un peu Max. Comment t'as appris un peu à manier, tu vois, pour bien gérer ce poste? Je me suis formé là, juste avant. Après, j'avais fait dans les précédentes émissions plusieurs postes. Et là, le but, c'est vraiment que je me forme aux caméras. Donc, c'est un peu Inception. C'est un peu des caméras dans des caméras. C'est assez perturbant. Enfin, vous voyez, on me voit en retour là. Mais voilà, ça a été rapide, la formation, mais efficace. Et merci beaucoup, Maxou. De rien, Marco. Et Victor, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'inscrit un peu la technique dans la formation? Alors, la technique dans la formation, tu fais bien de poser la question, Marco, parce qu'il faut bien comprendre ici qu'à l'EJC, on n'est pas au BTS audiovisuel qu'il peut y avoir au lycée Carnot à Cannes par exemple. On ne va pas faire de la technique pour faire de la technique. C'est important de bien comprendre ça. On en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de presse écrite, notamment en première année. Et ici, à chaque fois qu'on fait de la technique, c'est pour servir notre éditorialisation, servir nos productions. On ne fait pas du journalisme non plus pour ne pas être lu. Et donc voilà, ici, vous voyez toute cette régie, ça peut paraître impressionnant. On travaille au maximum pour simplifier toute la technique en général, même si ici, ça paraît hyper impressionnant. En vrai, ça va. Et après, donc, le but, c'est tout simplement, voilà, on ne va pas faire 15 duplex parce qu'il faut faire 15 duplex. On va voilà, servir un seul duplex quand il fonctionne et qu'ils ne sont pas dans un bâtiment plein de béton. Il nous a donné un petit peu de quelques surfroides tout à l'heure. Voilà. Merci Victor. Bon, on va les laisser travailler puisqu'ils ont encore pas mal de boulot. Et puis, je te rends l'antenne, Laura. Merci Marco, merci. Du coup, on a été coupé dans notre discussion. On parlait du 13 minutes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton 13 comme toi tu l'as fait en Norvège? Le 13 minutes, c'est un reportage de 13 minutes pour ceux qui ne savent pas. Final en gros de notre diplôme, le 13 minutes. Donc, nous, on doit le réaliser en Norvège vu qu'on a été pris en Erasmus là-bas. C'est un exercice qui est très formateur au niveau de la pratique, que ce soit au niveau du montage, du commentaire ou du tournage. C'est très particulier de tourner un 13 minutes par rapport à un 1:30 par exemple, qui est beaucoup plus court. Le faire en Norvège, c'est aussi un peu se performer dans la langue anglaise et le norvégien, parce qu'on rencontre des gens qui ne parlent pas forcément notre langue. Et c'est des sujets qui sont parfois plus vastes que ceux qu'on peut faire en France aussi. On a peut-être plus l'occasion d'explorer certains sujets. Donc nous, par exemple, on l'a fait sur le silence autour des violences faites aux femmes dans les communautés samis. Voilà, donc c'est un très bon exercice, c'est un très bon défi et ça permet de mesurer où vous en êtes à la fin de la formation au niveau de vos compétences. Ok.
Merci Lola, on Merci va à dire toi. au revoir et à revoir. très bientôt. Merci. On accueille maintenant Baptiste, un étudiant en 2e année du coup. Bonjour Baptiste, Salut tu Laura. vas bien? Ça va très bien. Alors, l'école, elle nous forme beaucoup au numérique et aux nouvelles pratiques journalistiques pour s'adapter aux attentes du coup des grands médias. Justement, Olivier Théron, vous avez participé à la création du Mojoton, une enquête sur les attentes et les pratiques d'information en fonction de l'âge des spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, on voit bien, la formation dans les écoles de journalisme jusqu'à présent, elle était orientée télévision, radio, presse écrite. La révolution numérique est passée par là, 2007, invention de l'iPhone, les habitudes de consommation changent radicalement, baisse de l'audience des grands médias, que ce soit la télévision, que ce soit la presse écrite, il faut repenser complètement le modèle. Et surtout, la révolution numérique entraîne en fait une parcellisation des audiences. C'est-à-dire qu'en gros, on va voir les 18-24 ans qui vont être aujourd'hui sur TikTok, les 20-40 qui vont être sur Instagram, les 30-55 qui vont être sur Facebook, et de moins en moins de gens sur la télévision. Pour vous donner une idée, la moyenne d'âge des gens qui regardent le journal télévisé de France 3 à 19h, qui est l'édition phare du journal, il y a presque 25% des gens qui regardent la France 3 à ce moment-là. La moyenne d'âge, elle est de 69 ans. Et on perd 1 an d'âge moyen par an, avec un socle à 75 ans. En gros, 40% des gens qui regardent France 3 à 19h, ils ont 75 ans, voire plus. Bon. Donc du coup, est-ce que ça a encore un sens de former des journalistes à faire que de la télévision ou faire que de la presse écrite? Non, en réalité, les médias de demain, en fait, ils seront complètement à 360. Il faut changer la façon dont on fabrique de l'information. Il faut changer la façon dont on la conçoit et partir sur une approche en contenu. C'est-à-dire qu'en gros, je vais sur le terrain et je vais décliner l'information en fonction du canal que j'ai choisi pour trouver l'audience la plus large. Et donc, c'est ce qu'on a intégré, nous, ici, dans cette école de journalisme, en avance de phase, en vérité, des grands médias, parce que les grands médias, ils ont du mal à faire bouger le paquebot. C'est pas toujours évident de dire « Ah bah attends, il faut qu'on change la façon de faire ». Donc, nous, en avance de phase, on a mis le numérique au cœur de la formation. Et puis, cette émission en est l'exemple. Je crois qu'on est une des rares écoles ou une des seules écoles de journalisme reconnues ou pas à proposer une émission en live Twitch. On commence à être copié. Il m'a semblé voir du côté de Marseille. Du côté de Marseille, c'est ça, je crois que le JCAM a fait une émission en live Twitch. Donc, effectivement, nous, l'idée, c'est de faire évoluer les pratiques pour coller véritablement aux habitudes de consommation des médias de l'ensemble de la population. Mojoton, c'était une émission que nous avons lancée avec vous. C'était en mai ou mai-juin dernier. C'était pour d'ailleurs la conférence des écoles de journalisme qui se questionne sur à quoi doit ressembler le journaliste de demain. Cette émission, cette grande enquête qu'on a fait avec vous, avec les élèves de première année, c'était aussi pour montrer que finalement, même des premières années peuvent fabriquer du contenu et ce contenu, on peut le diffuser sur l'ensemble des canaux. Je vous rappelle qu'en 10 jours, on a réussi à toucher 100 000 personnes. C'est-à-dire qu'en 10 jours, en respectant les codes de chaque média, de chaque réseau social, on a pu fabriquer un média, devenir nous-mêmes un média. Et je crois qu'une école de journalisme, sa vocation, dans les années qui viennent, c'est d'aussi être un média école, un média pour essayer, un média pour s'entraîner, mais être un média, fabriquer une audience, fabriquer une communauté et être capable d'engager cette communauté autour de ces publications comme on est en train de le faire aujourd'hui. Regardez, on a plein de questions. Alors voilà, merci de votre réponse. Si la passerelle en 3e année est possible ou puis-je candidater? On ne sait pas. Si, on sait ou pas? Alors, si, on ne sait pas. Non, je pense que c'est sur. Il faut se rapprocher de l'école. Il faut se rapprocher de l'école pour savoir. Il faut appeler le secrétariat. Voilà. Elles sont très gentilles d'ailleurs. Tu vois, il y en a un qui dit qu'il faut poser la question à ChatGPT parce que vous êtes spécialiste. Nous aussi, on expérimente l'intelligence artificielle et on voit tout ce que ça apporte ou en tout cas tout ce que ça peut mettre aussi en péril, tout ce que ça questionne en fait sur les changements de pratique. Et c'est important qu'une école soit le creuset de cette réflexion-là. Et ça, on le traite dans nos cours, la partie numérique, mais aussi dans des semaines professionnelles. Rien que la semaine dernière, on était en semaine professionnelle web. Et ça, justement, on a parfaitement compris l'importance du numérique. Et justement, on a en tout sur la formation, donc sur les 3 ans, on a 17 semaines professionnelles. Et, pardonnez-moi, ma voix change. C'est l'âge, c'est la mue. Ouais, peut-être. Et justement, on a des sujets qu'on peut vous diffuser si Victor en régie
T'es prêt? Attends, juste une question, juste une petite réponse. Toi, moi? Ouais. Nous? Vous? Ouais, vous, moi. Ok, non, moi. Moi, je dirige. Non, c'est moi. Toi qui dirige, ouais, d'accord. c'est moi, ouais. Non, mais j'allais parler de greenwatching quand même. Enfin, ah bah oui, greenwatching, on est là. Greenwatching, il faut en parler. Greenwatching, vas-y. Du coup, c'est une émission mensuelle qu'on a créée avec vous, grâce à des professionnels de la technique. Merci Victor, merci Baptiste. Merci vraiment. Thomas, merci Marie. Merci tout le monde, enfin merci. Merci la vie. Voilà. Parce qu'il faut remercier la vie quand même. Non, stop. Allez. Attends, on est sur Twitch ou pas? On est sur Twitch ou on est à la télé? Peut-être que vous la connaissez. Qui? Greenwatching. Et d'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver, ne ratez pas l'émission parce qu'elle aura lieu juste après sur les mobilités. Et pourquoi c'est important d'avoir un projet comme ça? Alors, ce projet, en quoi il est vraiment... Le journalisme, c'est un artisanat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en pratiquant de façon encadrée qu'on va réussir à polir nos outils de travail pour en faire quelque chose de cohérent et d'efficace. Donc les semaines pro, j'en reviens aux semaines pro un peu plus sérieusement. La semaine pro, c'est quoi? Avant qu'il y ait les écoles de journalisme, il y a le candidat journaliste était stagiaire et puis voilà, il découpait les dépêches, il les relisait les papiers, il allait sur le terrain. Il polissait sa pratique professionnelle. Aujourd'hui, il y a des écoles de journalisme, c'est bien, c'est mieux. Donc on fait des semaines professionnelles où des professionnels, des vrais professionnels de la profession, comme on dit, viennent encadrer les élèves et mettre les élèves dans les conditions du réel. Donc on est vraiment dans cette logique de transmission de savoir, d'artisanat. Je vais t'aider à polir ton texte, je vais t'aider à améliorer ton image. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire qu'au bout des 3 ans, vous êtes prêts finalement à bosser dans l'ensemble des rédactions de France. C'est ça le truc. Greenwatching, c'est quoi? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a un atelier d'artisanat, puisqu'on est entre nous. Chacun s'y met un petit peu. C'est la bonne volonté de chacun qui est le vecteur de tout. Donc, on a mis en place le concept, puisqu'il y a l'émission, certes, mais surtout, derrière, on fait résonner sur l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble des réseaux sociaux, pour toucher l'ensemble des audiences. Donc, l'objectif est là. On a bien compris comment fonctionnait Internet et les réseaux, et comment fonctionne l'information d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai une base, c'est ici. C'est l'émission Greenwatching qui va être vue par un certain nombre de personnes, mais peu importe. Et on va redécouper cette émission et on va la diffuser sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et comme ça, on fait vivre un écosystème. Et donc, cette émission, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de l'artisanat. Ouais. Toi, aujourd'hui, c'est ta première présentation d'émission. Merci de le souligner. Voilà, tu le fais très bien, franchement. Je trouve que c'est super. Tu as déjà fait une chronique remarquable en octobre dernier, qui était très, très, très belle chronique. Toi, tu es un habitué d'émissions devant comme derrière. Derrière la caméra. Voilà, tu as appris à... Surtout si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, que ce soit sur Greenwatching ou quoi que ce soit. Tu as appris à commuter. Enfin, on a appris finalement en quelques mois à mettre en place une émission qui ressemble à une émission de télé, mais qui n'est pas une émission de télé, c'est une émission numérique, puisqu'il y a ça. Il y a l'interactivité directe avec l'ensemble des téléspectateurs, en tout cas l'ensemble des viewers, des green watchers. Yes, green viewers, comme on dit, je ne sais plus. Enfin voilà, donc Greenwatching, c'est une émission dédiée à l'environnement. L'idée, c'est de mettre en avant les bonnes solutions pour l'environnement. Et c'est aussi un formidable outil pour polir nos pratiques journalistiques et pour vous préparer au monde professionnel qui vous attend dans quelques mois. C'est bon, je suis trop long. Non, ça va. Non, mais non, ça va. Non, je suis trop long. C'est parce que je suis enthousiaste, en fait. On en a parlé tout à l'heure, mais justement, les semaines professionnelles, on va vous montrer tout de suite des reportages qu'on a fait, que l'année dernière, on a fait surtout pendant le Festival international du film. C'est un reportage de Victor et Marco. On le regarde tout de suite. Ce sont les derniers réglages avant le jour J. Dimanche matin, une équipe de techniciens et alpinistes fixe l'affiche de la 75e édition du Festival de Cannes sur la façade du palais. Elle fait 300 mètres carrés, 25 mètres de large et 11 mètres de haut. C'est une entreprise d'impression du Canet qui l'a réalisée. Bien sûr, c'est structuré en plusieurs morceaux pour faire l'impression, parce qu'on ne peut pas l'imprimer en une fois, l'imprimante ne serait pas assez large pour le faire. Donc là, après, on est en assemblage, on est en vérification, puis après en confection, en périmétral, pour pouvoir avoir des pièces de renfort pour faire les systèmes d'accroche sur la structure existante. Le harnais, parce qu'on s'équipe pour monter les bâches, parce qu'on est obligé de s'accrocher là-haut, parce qu'avec le poids et tout, ça risque de chuter. C'est pour ça qu'on s'équipe avec un harnais. Et là, on va en monter encore une à Debussy, encore une à l'entrée principale aussi pareil. L'affiche va capter les regards des 200 000 personnes attendues cette année. David Lisnard, le maire de Cannes, était pressé de la voir. Il faut renforcer tout le temps
la théâtralisation des choses. Donc la présence de l'affiche, ça crée un effet de marque et de sentiment d'appartenance. Donc ça contribue à événementialiser, si vous m'autorisez ce néologisme, par le festival. Après le visage de Spike Lee en 2021, c'est le film The Truman Show qui est mis à l'honneur. Jim Carrey monte les marches qui le conduisent vers les nuages, puis le bleu du ciel. Une affiche tirée de la scène finale du film de Peter Weir. Là, c'est une affiche qui est intéressante. Il y a une montée des marches vers l'inconnu, vers un idéal. On voit qu'il y a un jeu d'ombre et de lumière. Prochaine étape, l'installation du mythique tapis rouge. Il sera déroulé mardi matin sur une 60aine de mètres, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Merci Marco et Victor. Du coup, il y avait une question tout à l'heure à propos des ouvrages de journalisme. Alors moi, si je peux parler personnellement, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'ouvrages journalistiques à lire avant de rentrer à l'école. Enfin, pas du tout. Je pense que le journalisme, c'est aussi beaucoup de culture générale, c'est se renseigner sur l'actualité, c'est toujours lire la presse tous les jours, vraiment. Mais j'aurais pas de... En plus, vous aurez à avoir des cours... Vous allez avoir des cours de français aussi, mais des cours où vous allez voir plein d'ouvrages et par exemple Théophraste Renaudot, grand... Des cours voilà. d'expression, Mais des cours d'expression écrite et du tout. journalisme, sociologie du donc voilà. journalisme. Et puis vous avez de vrais enseignants-chercheurs qui sont des plumes dans leur secteur, qui vous donnent des cours de sociologie des médias, d'économie des médias, etc. J'en profite parce que j'ai la parole et que je vois sur l'écran Élodie Berthe qui nous dit bravo car elle est vraiment bien notre émission. C'est l'occasion de dire qu'une école, c'est aussi en réalité un réseau. Élodie, elle a dû sortir de l'école il y a 8 ans, je pense. C'est ça, Élodie? Tu nous réponds sur le chat, s'il te plaît. 8 ans, tu nous dis où tu es maintenant. Je crois que tu travailles pour M6 ou je ne sais plus trop exactement ton média. Oui, tout ça pour vous dire que cette semaine... Il y a la journée des anciens. Ah bah oui. Mais vous n'êtes pas conviés. Non, mais pas les nouveaux, mais les anciens, vous pouvez venir. C'est vendredi, vendredi, ouais, toute ça, la journée. Oui, c'est ça. Exactement, C'est l'occasion ici. de rencontrer. Parce que... D'ailleurs... Alors vas-y, laisse-le parler, regarde. Vas-y. Juste un petit mot là-dessus. Le principe, c'est de rencontrer les anciens qu'on n'a pas forcément connus et surtout de tisser, de se rendre compte qu'à l'école de journalisme de Cannes, on a un grand réseau qui permet de s'entraider et d'avoir des contacts ensuite, un réseau qui s'étend depuis la création de l'école en 2003. Et 2003, 2000 4. 2000 4. 23 2003, 2023. Exactement. Et ça fait quoi 20 ans, on fête, c'est énorme, 20 ans. Les 20 ans de l'école de journalisme de Cannes cette année. 20 ans, c'est un bel âge. Hein. Ouais. Ah bah, c'est plus que la majorité. Là, et 20 ans, ça te donne une plupart. idée de la force du réseau. On a vu, il y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il y a un des rédacteurs en chef de BFM qui est venu présenter le concours BFM. On parlera des concours juste après, je crois. Qui est venu présenter le concours BFM. C'était un des élèves de la première promotion, celle de 2003. C'est pour montrer, pour dire à tous nos viewers qui nous regardent, ça c'est un pléonasme, que en fait, que voilà, l'école c'est aussi un réseau, c'est aussi une histoire et c'est aussi tout un ensemble de connexions qui vont vous permettre d'entrer dans le métier dans de bonnes conditions. Et justement, pour parler du réseau, etc., on apprend nous-mêmes à caler des sujets, etc., à prendre contact avec les gens qu'on veut interviewer, tout ça. Et donc, nous, par exemple, avec Baptiste, on est en 2e année et on commence à mieux savoir servir d'une caméra, à être plus à l'aise en montage, en calage de sujets, tout ça. Ça n'empêche qu'on rencontre toujours des petits soucis. Regarde, et Élodie est en direct dans le bureau de M6 à Nantes. Magnifique. Et elle sera là vendredi. C'est magnifique. Merci Élodie. Et du coup, on vous montre tout de suite le sujet qu'on a réalisé avec Baptiste. Baptiste, à toi de le lancer d'ailleurs. Et oui, bien sûr. Alors, on a évolué en compétences éditoriales. Donc, dans ce sujet, on vous parle de la ligne Vintimille-Nice, qui est l'une des voies les plus empruntées par les migrants qui veulent passer la frontière. Et cette année, il y a eu 12 morts qui ont été comptés dans le périmètre, que ce soit dans les chemins montagneux, aussi appelés le pas de la mort, ou électrocutés par des caténaires, les caténaires des trains de la ligne qui passe juste dans cette zone. Et depuis les printemps arabes, chaque jour pendant 11 ans, Martine Landry, donc ce sera son portrait, a observé le traitement des migrants par la police aux frontières, la police franco-italienne, pour Amnesty International. Donc c'est une femme bercée par le combat de la résistance de sa mère. C'est un portrait signé par Laura Hu et moi. Oh, trop bien.
9h24 en gare de Menton-Gare-Avant, Martine attend le train en provenance d'Italie. Toutes les heures, des migrants tentent de passer la frontière à bord d'un TER. À chaque arrivée, les policiers sont là. Depuis le 1er janvier, ils ont interpellé 9800 migrants sans papier. Nous filmons en caméra discrète. Ils font tout le train, en haut, en bas, on va passer aussi en haut, si on regarde. Donc là, je regardais, il y avait quelqu'un qui avait une capuche, etc. C'est à tous les coups, on va lui demander ses papiers, le garçon qui est là. Mais on voit qu'il est blanc, je crois. On va voir. En 2 minutes, un jeune Pakistanais est arrêté. Les forces de l'ordre procèdent à un contrôle d'identité avant de le conduire au poste. Martine suit le fourgon de police, elle connaît le chemin par cœur. Elle est observatrice pour Amnesty International. C'est un mouvement juridique qui est apolitique. Notre Bible, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il y a 30 articles, point barre. Une fois au poste de frontière, Martine doit rester discrète. Elle attend, regarde, scrute de longues minutes la sortie de garde à vue des migrants refoulés à la frontière. Ils sont obligés de nous laisser là observer. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas toujours si simple. Quelquefois, ils essayent de nous pousser pour qu'on soit dans un angle mort et puis qu'on ne voit pas ce qu'ils font. À leur sortie, ces sans-papiers sont contraints de quitter la France. Chaque jour, ils essaient de passer la frontière illégalement. Sans succès, Martine est là pour leur offrir du réconfort. On va partir à 21 000, on attend la nuit, après on va réussir. Inch'Allah, on va partir. Aider l'autre, c'est ce qui lui a valu un procès en 2017. Alors accusée d'avoir fait passer illégalement des jeunes Guinéens de l'Italie à la France, elle risquait 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Elle est finalement relaxée 3 ans plus tard. Vous ne considérez pas que votre combat il est courageux, Mais il est courageux dans le temps, mais il m'a apporté que du bonheur, moi, ce combat. Le bonheur d'un combat et la simple volonté de le transmettre. Je souhaite à mes enfants, etc., que tout le monde, de vivre dans un monde où pouvoir tendre la main, ce soit naturel et le lot de tous. Martine est une résistante, elle a tout donné à son combat et comme elle le dit, il remplit sa vie. Alors, juste pour dire que cette semaine professionnelle télé, c'est l'occasion de vraiment c'est de la débrouille en fait. Si on est impliqué, on peut progresser en très très peu de temps. C'est vraiment très intensif. Alors, autre question très importante, les débouchés professionnels après l'école. En étant dans un établissement reconnu, les étudiants ont accès à des concours de grands médias. Voilà, c'est ça en gros l'idée, la grosse différence, à part la qualité de l'enseignement évidemment, entre les écoles reconnues et les écoles non reconnues, c'est que les écoles reconnues comme nous, être reconnu, c'est pas simple. Hein. Enfin, je veux dire, il faut prouver qu'on est vraiment une école qui remplit sa fonction, qui respecte un cahier des charges très lourd, et c'est bien normal. Et donc, le fait d'être reconnu, ça nous permet d'envoyer nos étudiants, vous, dans des concours pour avoir des stages qualifiants dans les grands médias. TF1, France Télévisions, donc France 2, France 3, France Info, M6, l'équipe. Donc, on prépare les étudiants chaque année, surtout les 3e années, à réussir ces concours. Et une fois que vous avez gagné le concours, vous avez droit à 2 mois de CDD d'été, c'est comme ça que ça s'appelle, où vous êtes payé déjà en tant que journaliste. Ce qui va vous permettre d'avoir la carte de presse très très vite par rapport à des étudiants qui viennent d'écoles non reconnues. Donc vous préparez en fait aux besoins des grands médias premium, c'est notre objectif. Parce qu'en fait c'est une véritable porte d'entrée, la grande porte d'entrée pour le métier. Et donc ça c'est vraiment un des enjeux majeurs de l'école et on y passe une bonne partie de la 3e année parce qu'on a vraiment à cœur et on a vraiment pour souci que vous puissiez vous intégrer par le haut dans les grands médias français. Et déjà dans les premiers, en 2e année, on a déjà un accès à certains concours comme le concours L'équipe ou le concours Radio France, RTL. Voilà, donc c'est assez diversifié. Voilà. Du coup, on vous montre tout de suite un sujet que Théo a fait pour le concours France Télévisions qu'il va présenter sur le chef étoilé Christian Sinicropi.
C'est le coup de feu dans la cuisine de la Palme d'Or, restaurant 2 étoiles, dirigé d'une main de maître par le chef Christian Sinicropi depuis 15 ans. L'épicerie, c'est celle-là là. Après être passé par Biarritz, Strasbourg ou encore Monaco, celui qui se dit amoureux de la cuisine la définit ainsi. C'est du canard, c'est cela et celui-ci, le 5 sens, sont vraiment bien précis. Dans la salle de réception, avec vue imprenable sur la Croisette, ont défilé des stars du monde entier. Christian Sinicropi tient à nous montrer cette bibliothèque où sont conservés précieusement les guides Michelin qui ont récompensé le restaurant depuis plus de 100 ans. C'est toujours une fierté, hein, une fierté collective. Où on sait que, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'est un plaisir d'un instant, parce qu'après, il faut le renouveler. C'est à l'âge de 15 ans qu'il découvre ce métier. Passionné par les lettres et la philosophie, il utilise la cuisine comme moyen d'expression. Cet art plastique m'a permis d'utiliser un langage et donc de communiquer à travers cet art. Christian Sinicropi élabore ses menus en étroite collaboration avec son second. La confiance entre les deux hommes est totale, des rôles bien définis. Le chef est très créatif, donc moi je m'occupe plus du côté technique avec les équipes. Donc on débriefe tous les deux ensemble, il me parle de ce qu'il veut faire, il me parle des assiettes également. Et après j'aborde avec lui le côté technique et réalisation. Bien mis le vinaigre. Exigence, souci du détail, le chef vérifie toutes les assiettes, conscient qu'à chaque service, il remet ses étoiles en jeu. Vas-y, 26. Alors 26 chefs. Comment 26 chefs. Alors justement, quelque chose qui se fait en 3e année aussi, c'est le 13 minutes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les nouvelles modalités qui vont rentrer Tac. Alors le 13 minutes, effectivement, c'est pour tout artisan, hein, on le sait, c'est faire son chef-d'œuvre. Donc effectivement, le 13 minutes, pour les étudiants de l'école du journalisme de Cannes, c'est l'œuvre d'aboutissement. Un 13 minutes, c'est un reportage très fouillé, c'est un reportage souvent d'enquête, qui doit nous amener ailleurs. Et donc, c'est ce que nous faisions jusqu'à présent, donc un 13 minutes. Et aujourd'hui, on a décidé en fait d'intégrer ce 13 minutes dans une réflexion beaucoup plus globale, beaucoup plus numérique. Et en réalité, c'est plus un 13 minutes que nous allons faire. C'est un 13 minutes qui sera enchâssé en réalité dans une sorte de site internet, de portfolio pour le présenter, dans lequel il y aura du contenu additionnel, des interviews en plus, il y aura du texte enrichi qui respecte les codes du numérique. Il y aura un podcast, pourquoi pas, pour justement coller à toutes les pratiques aujourd'hui qui sont attendues. Donc vidéo, texte enrichi, podcast, pour être vraiment numérique, mais garder quand même le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'enquête, le reportage de terrain. Et donc on a cette année des reportages qui vont être vraiment très intéressants là, et qui vont commencer à être en montage. Et c'est vraiment l'œuvre finale du jeune journaliste, du journaliste étudiant, avant de partir devenir un journaliste professionnel, on l'espère, dans les grands médias. Justement, on vous montre juste après le reportage qui a gagné le prix France 24, je crois, c'est ça, l'année dernière. C'est toi qui dois savoir, non, c'est pas. Devons-nous faire le deuil de nos côtes? On vous le montrera juste après. Pardon. Donc c'est tout pour cette émission. Merci à tous d'avoir regardé. Et juste après, n'oubliez pas, une émission de Greenwatching avec Victor Combala qui va prendre ma place sur les mobilités. Voilà, on se retrouve donc dans 13 minutes. À tout à l'heure. Le vent souffle sur la plage de Cleutrouz en Bretagne. L'océan ne laisse aucun répit aux côtes en cette saison hivernale. Cette atmosphère fascine Nino Guida qui immortalise le moment. Depuis 8 ans, cet étudiant en météorologie observe l'évolution de cette plage qui lui est chère. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup venir avec mes parents et mes grands-parents, me promener sur le bord de mer quand il y avait des tempêtes ou des grandes marées. Et j'aime bien également la photographie, donc j'ai pris du plaisir, on va dire, à immortaliser un petit peu cette évolution. Et puis ça permet surtout de faire un peu des archives et puis d'avoir vraiment une comparaison visuelle. Cette comparaison, il la partage sur son blog. Voici la plage en 2015. 200 pieux brise-lames venaient d'être installés pour casser les vagues. 4 ans après, les 3/4 des pieux ont été emportés
Le contraste est saisissant. Aujourd'hui, tous les puits ont été emportés. Cette plage de sable blanc s'est largement rétrécie. Là, on a perdu en fait facilement 5 mètres en seulement un hiver entre 2013 et 2014. Et on a encore perdu 3-4 mètres depuis, donc 7 mètres au total en moins de 10 ans. Surpris d'avoir vu la plage se dégrader aussi vite, il reste impuissant. Et je pense que comme beaucoup de gens, on s'attendait à voir l'érosion et la dune disparaître dans un futur assez proche. Mais je dois dire que pour ma part, je ne m'attendais pas à ce que cela arrive aussi rapidement. Partout en France, ces plages paradisiaques et ces villes en bord de mer pourraient bien disparaître à cause du changement climatique. Des territoires menacés de submersion marine et d'érosion qui pourraient obliger les habitants à quitter ces stations balnéaires. Même si des solutions existent, rien ne pourra plus empêcher la montée des eaux. Alors, une question persiste. Sommes-nous prêts à faire le deuil de nos côtes ? L'érosion et la submersion marine ont toujours eu lieu. Alexis Stépanian est un expert du littoral au bureau de recherche géologique et minière à Marseille. La submersion marine, c'est un phénomène naturel qui se produit lorsqu'on a une élévation du niveau de la mer temporaire lors d'une tempête. Et on a un envahissement temporaire des terres par la mer lors de ces événements. Ce qu'on appelle l'érosion côtière, c'est une perte pour la côte de son stock de sable et qui entraîne une avancée de la ligne du rivage sur les terres et donc un recul de la terre. En France, près d'1,5 million de personnes sont actuellement exposées au risque de submersion marine. 25% des côtes souffrent d'érosion. Depuis quelques années, ces phénomènes sont de plus en plus récurrents à cause du réchauffement climatique et des activités humaines. On émet beaucoup de gaz à effet de serre qui produisent de l'énergie. Actuellement, la planète émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit et se réchauffe. C'est le principe même du forçage radiatif. L'océan va absorber plus de 90% de cet excès radiatif. Donc l'eau va se dilater et le niveau de la mer moyen va augmenter. Là, nous sommes dans un régime qu'on appelle transitoire. C'est-à-dire que même si on arrêtait tout, ça continuerait à monter. Donc il va falloir s'adapter. Il va falloir trouver des solutions, il va falloir qu'on discute, il va falloir qu'on réfléchisse à comment s'adapter à ce problème-là. Des solutions, on en cherche depuis longtemps. Comme ici à Fréjus, où des digues ont été installées il y a 33 ans pour lutter contre le désensablement de la plage. Ce jour-là, une entreprise a été envoyée par la ville pour faire l'état des lieux des digues. Avec une technologie de pointe, le drone. Donc là, je le fais décoller pour aller à sa position de départ pour le plan de vol automatique. Donc c'est un plan de vol connu en GPS. Il va aller à son point de départ pour commencer les mesures. Grâce à cette technologie, l'équipe de géomètres modélise les digues en 3 dimensions. On fait un vol de drone avec un appareil photo dessous pour prendre en photo toutes les digues, pour avoir l'état actuel des digues, au cas où dans le futur, dans 6 mois, 1 an, il y aurait des inondations. On reviendrait faire un vol de drone pour voir les dégâts. Voici le résultat de la première modélisation. Si des dégâts sont constatés, la mairie pourra faire des travaux pour que les digues puissent retrouver leur efficacité. Ces digues protègent la plage à court terme, mais peuvent aggraver l'érosion et détruire les côtes. En Bretagne, sur la plage de Clotrouze, Vincent Hainaut constate le phénomène de boue, une des conséquences de l'enrochement installé il y a 35 ans pour protéger la dune. Depuis 5-6 ans, en fait, il y a ce qu'on appelle le phénomène de boue, qui est donc bien connu, qui fait qu'il y a une sorte de tourbillon qui vient creuser derrière l'enrochement. Et là, on voit qu'effectivement, le géotextile est tombé, que tout l'enrochement qui était des pierres bien empilées est aussi tombé. Alors nous, en tant qu'association, c'est vrai que ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme en disant que vouloir modifier la nature, ça n'a pas de sens. On sait très bien qu'elle reprend toujours ses droits. Et aujourd'hui, la dune qui était donc dans la continuité de l'enrochement, elle est complètement affaissée et érodée. Et on le voit à chaque grande marée et même sans tempête, on voit la mer qui passe par-dessus cette dune naturelle.
Les solutions de protection sont remises en cause. Ici, on réfléchit même à retirer l'enrochement. Face à la submersion et l'érosion, d'autres solutions plus radicales sont évoquées, comme le déplacement des habitants. La recomposition spatiale, ça coûte très cher. Il faut les moyens pour les mettre en œuvre et aujourd'hui, l'État ne nous donne pas forcément les moyens pour mettre ça en œuvre. Donc la solution qui aujourd'hui, malgré tout, est moins coûteuse, c'est solutions de protection, d'accompagnement du recul trait de côte ou de création de digues, quoi. On ne peut pas dire aux gens comme ça, du jour au lendemain, de partir de chez eux, c'est pas possible. À l'île Tudy, il va falloir vivre avec le risque. Cette presqu'île du Finistère Sud est très exposée à la submersion marine. On se retrouve avec une zone d'environ 60% de l'île Tudy qui est potentiellement submersible. En place un certain nombre de règles d'urbanisme qui sont régies par ce que l'on appelle un plan de prévention des risques littoraux qui détermine en fonction de la localisation du bien les préconisations que l'on doit avoir en termes de bâti, de constructibilité, etc. Ils n'ont plus le choix. Ceux qui habitent en zone inondable doivent s'adapter, comme Marianne Gourlaouen. Ma maison a été construite il y a 20 ans et elle a eu l'obligation d'être surélevée puisqu'on savait à l'époque qu'on était en zone submersible contrairement aux autres maisons qui, elles, ont pu être construites au niveau de la route. Nous, il a fallu la monter à 1,70 m pour se préserver. Il y a un risque d'inondation en cas de submersion marine. Selon les projections de Climate Central, si la mer monte d'1 mètre, l'île Tudy redeviendrait une île. Une situation préoccupante qu'elle tente de dédramatiser. Je ne suis pas attachée tant que ça au bien. Je trouve par contre que de vivre ici, dans cette région-là, ça m'ennuierait vraiment de la quitter. Puis j'ai des attaches familiales, hein, mon histoire elle est là aussi. Hein. Peut-être qu'un jour ce sera plus possible de vivre ici. Hein. Les appréhensions elles sont pas toujours les mêmes parce qu'il arrive des choses qui assez soudaines. Hein, cette affaire de la pandémie, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Donc ça peut-être que ça relativise nos histoires de submersion dans l'immédiat là. Hein. Séverin Guignard, chercheur en psychologie environnementale, analyse les réactions de la population face à la montée des eaux. C'est plein de stratégies différentes de relativisation du risque. Donc soit considérer qu'il y a des risques qui sont plus importants que ceux-là, donc ça amène à minimiser ce qu'on avait amené à qualifier comme étant un risque lié au changement climatique. À quelques mètres de là, Anne Dubois de Prisque habite elle aussi en zone inondable, à seulement 32 cm au-dessus du niveau de la mer. Elle a dû faire construire une ouverture de toit dans son grenier pour sortir en cas d'inondation. L'ouverture qui permettrait de pouvoir évacuer en cas de nécessité. Cette ouverture a été financée à 80% par l'État après un diagnostic de vulnérabilité au risque de submersion. Ma maison est dans la zone rouge ici. Vous voyez, on a la mer ici et la rivière de Pont-l'Abbé ici. Consciente du danger, elle affiche pourtant une forme de résignation. À court terme, moi, je n'ai pas d'appréhension en tout cas. Oui, à court terme, mais à long terme, vous... Je sais qu'un jour, la mer reprendra ses droits. Moi, je ne serai plus là. C'est quelque chose que j'ai discuté avec mes enfants quand j'ai acheté ici. Moi, j'ai 3 enfants. Bon, ils m'ont dit, vis ta vie, donc je vis ma vie ici très bien. C'est des risques qui sont tellement énormes, gigantesques, qu'on ne peut absolument rien faire face à ce type de risques et de catastrophes potentielles. Donc qui étaient dans des stratégies qu'on a qualifiées de fatalisme et du coup qui ne cherchaient pas à considérer les risques et comment gérer ces risques parce que de toute façon c'est quelque chose qui était trop lointain, qui nous dépassait en termes d'amplitude, donc à quoi bon en fait s'en préoccuper. Malgré les risques, vivre au bord de mer est toujours un rêve pour beaucoup. Presque les pieds dans l'eau, cette maison de l'île Tudy a su séduire. On a acheté il n'y a que 2 ans, il n'y a pas longtemps. Mais on savait qu'il y avait ce risque-là. Et d'ailleurs, au niveau des assurances, on a eu beaucoup de problèmes pour trouver des assurances. Quand on entend les gens de l'île Tudy, ceux qui vivent là depuis des dizaines et des dizaines d'années, pour certains presque 100 ans,
bon, le risque n'est pas pour aujourd'hui. Il peut y avoir des façons de nier ou de dénier cette menace, de la mettre de côté. Et quand on met les choses de côté, eh bien, ça permet de pouvoir, ce qu'on appelle faire le business as usual, donc de continuer la vie telle qu'elle était avant, sans que cette menace amène à des modifications. Fatalisme, relativisation, déni, ces signes montrent que leur système psychologique réagit face au risque. La majeure partie des habitants ne semblent pas prêts à tirer un trait sur cette petite ville bordée par l'océan. D'autres se montrent plus inquiets. À Guidel, dans le Morbihan, Sophie Farcet a pris ses précautions. Nous, quand on a acheté une maison, on n'a pas acheté en bord de mer exprès parce qu'on avait peur que dans 20 ans, les marées aient trop bougé. Donc du coup, on a préféré acheter dans le centre de Guidel plutôt qu'à l'extérieur, plutôt qu'en bord de mer, pour pas prendre de risques parce qu'on n'a pas trop de vision sur l'avenir et la montée des eaux, quoi. Au loin, ce petit dispositif surplombe la plage. Noé Metch et Glenn Bulot l'ont installé il y a 4 mois pour évaluer le recul du trait de côte. Une fois qu'on a son téléphone, on prend simplement l'appareil photo, on vient se mettre ici dans la borne, sans modifier les réglages, le zoom ou quoi que ce soit. On prend simplement la photo et une fois qu'elle est prise, on va pouvoir venir à côté de la borne ici et on va pouvoir scanner en fait le QR code qui est là. Une fois scannée, la photo est envoyée à l'Observatoire du littoral du Morbihan. On va comparer les photos prises avec des marées similaires et comme ça, avec une même hauteur d'eau, on pourra voir l'évolution de la plage. Donc on saura si le trait de côte il a avancé ou reculé et ça va nous permettre ensuite, si en plus on couple ça à des mesures scientifiques, de voir vraiment l'évolution de la plage presque au jour le jour en fonction du nombre de photos qu'on a reçues. Un dispositif simple d'utilisation qui permet à tous de participer à l'observation de l'évolution de nos côtes. Alors c'est pas tout à fait une solution pour lutter, c'est plutôt une solution pour suivre. D'une partie, ça c'est pour le côté scientifique, voir l'évolution du littoral. Et puis il y a une partie qui va être participative, où là ça va être inclure la population pour qu'ils puissent avoir un regard sur l'évolution du littoral, mais également sur les travaux qui peuvent être entrepris par soit les communautés de communes, les régions, les départements sur le littoral, pour justement lutter contre l'érosion ou les submersions marines. Malgré l'augmentation du niveau de la mer, les spécialistes prévoient que d'ici 2040, il y ait 4 millions d'habitants supplémentaires sur le littoral. Vivre près des côtes sera un vrai défi. Leur quotidien sera rythmé par des inondations plus fréquentes et violentes, dues à la montée des eaux. Dans certaines zones en France, la relocalisation a déjà commencé, comme à Biscarrosse, à Soulac ou à la Faute-sur-Mer. Rester, s'adapter ou fuir et se reconstruire, ils n'y échapperont pas.